Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire sur la transmission du patrimoine forestier. Tout d'abord, je voulais vous remercier de vous être connectés et de venir assister à ce rendez-vous webinaire qui commence à être un rendez-vous régulier au sein de France Silva. Je tenais à vous préciser que ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons d'ici la fin de semaine le replay ainsi que le support de présentation qui va vous être projeté lors de cette présentation. Nous sommes en format webinaire et nous sommes très nombreux aujourd'hui puisqu'on est plus de 100 déjà connectés. Vos micros et vos caméras sont coupés. Pour interagir avec nous, je vous invite à vous connecter sur l'espace de chat ou de discussion. Pour ce faire, vous faites descendre votre souris vers le bas de l'écran et vous cliquez sur la petite bulle de BD sous laquelle il y a noté discussion ou chat. Un espace pop-up va s'ouvrir et dans lequel vous pourrez interagir et dans lequel vous pourrez poser vos questions. La présentation sera animée par Alexandra Born, qui est juriste au sein de France Silva, et elle sera ponctuée de moments de pause lors desquels on pourra faire un petit échange de questions-réponses. Au vu du nombre de personnes connectées aujourd'hui, il est possible que nous n'arrivions pas à répondre à des questions. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas. Ce que l'on fera, c'est qu'on prendra les questions et on y apportera une réponse par écrit que l'on vous fera suivre par la suite. Voilà. Pour débuter ce webinaire, je vais laisser la parole à Laurent Debertier, qui est le directeur de France Silva et qui va vous dire un mot d'introduction. Bonjour à tous, Laurent Berthiel, directeur général de France Silva. Donc, je tenais à faire une petite introduction aujourd'hui parce que nous sommes très nombreux pour écouter ce webinaire. Et il est important, je crois, de vous remercier pour votre investissement parce que si vous êtes à ce webinaire, c'est que le sujet de la transmission du patrimoine forestier vous intéresse de près ou de loin. J'ai vu en balayant très vite tous les gens inscrits qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la filière bien connus que je salue, des présidents de syndicats de France Silva, des administrateurs, mais il y a également un nombre important d'adhérents en France Silva ou de propriétaires forestiers qui ne sont pas adhérents et qui connaissent peut-être un tout petit peu moins France Silva. C'est pourquoi, en deux mots, et avant de laisser la parole à Alexandra Bonne, je tiens à vous faire un tout petit rappel pour ceux qui connaissent mal France Silva. France Silva, c'est la fédération de l'ensemble des syndicats de propriétaires forestiers qui couvre l'ensemble du territoire français et d'ailleurs outre-mer aussi, puisque nous sommes présents dans certains dom-toms, avec 73 syndicats, départementaux ou pluridépartementaux en fonction des cas, et qui articule son action autour de trois grands axes, trois grandes missions. Tout d'abord, nous travaillons auprès des décideurs, que ce soit évidemment le gouvernement, que ce soit les ministères avec lesquels nous sommes en lien, agriculture en premier lieu, mais aussi transition écologique, Bercy, etc. Mais également tous nos élus, qu'ils soient des députés, des sénateurs, des élus régionaux ou des maires, nous travaillons avec eux pour avancer sur tous les dossiers. Nous travaillons également et nous représentons les propriétaires forestiers vis-à-vis de l'ensemble des partenaires de la filière. Donc, tout le monde connaît, ou la plupart d'entre vous connaissez bien, par exemple, le CNPF, qui est notre partenaire majeur pour la forêt privée, mais il y a également la filière avec France Bois Forêt. Il y a également les grandes institutionnelles comme par exemple PEFC, la certification forestière, la FNB, Fédération nationale du bois, et j'en passe, tous nos partenaires de filière. Donc, nous travaillons et nous défendons les intérêts de nos propriétaires face à l'ensemble des acteurs de la filière. Et enfin, troisième grande direction, eh bien, c'est vers vous, nos adhérents et nos propriétaires forestiers qui adhéraient ou qui nous accompagnez au sein de France Silva pour que nous puissions défendre vos intérêts et l'intérêt de la forêt française, de la forêt privée française. Vous êtes
Parmi les syndicats, nous avons donc une représentation grâce à nos présidents de syndicats départementaux qui forment ensuite un conseil d'administration et un bureau autour de notre président Antoine Damécourt. Donc voilà, pour ceux qui connaissent mal Francilva, c'est en 2 mots, comment vous décrire un petit peu ce syndicat complètement indépendant puisque nous ne dépendons d'aucun subside de l'État ni de personne. Nous travaillons grâce aux propriétaires forestiers. Donc nous sommes en pleine indépendance pour vous représenter, vous défendre et défendre l'intérêt de notre belle forêt privée. Voilà, je m'arrête là, je laisse la parole à Alexandra et je la remercie pour son intervention qui va, je l'espère tous, vous préciser les choses ou en tout cas répondre à un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser très légitimement. Je vous remercie et bonne fin de journée. Alors, bonjour à tous, effectivement. Merci Laurent pour cette présentation. Est-ce que c'est bon? On m'entend bien? Oui. Alors, on va pouvoir commencer effectivement ce webinaire sur la transmission du patrimoine forestier. Donc, l'idée, c'est de vous faire une présentation rapide et en même temps détaillée sur la partie forestière de la transmission d'un patrimoine un peu particulier, qui est le patrimoine forestier. Pour cela, on va s'appuyer sur 2 premières questions. Comment transmettre des biens forestiers? Et ensuite, quels biens peut-on transmettre? Et puis ensuite, je m'arrêterai sur une mesure fiscale qu'on appelle classiquement le régime Monichon et qui est, pour les juristes, l'article 793 du Code général des impôts. Alors, comment transmettre des biens forestiers? Déjà, qu'est-ce qu'une transmission? On a l'habitude juridiquement de distinguer 2 types de transmissions. Les transmissions à titre onéreux et les transmissions à titre gratuit. Les transmissions à titre onéreux, ce n'est pas celles qu'on va traiter aujourd'hui dans ce webinaire, mais je vous les explique très succinctement. Ce sont les transmissions pour lesquelles il y a une contrepartie. C'est-à-dire, par exemple, je vends des biens immobiliers, la contrepartie, c'est que je perçois de l'argent. Je procède à un échange d'immeubles ruraux. La contrepartie, c'est que je reçois un immeuble en échange de celui que j'ai transmis, ou j'apporte des biens à une société. En contrepartie, je reçois des parts sociales. Toutes ces transmissions, ce sont des transmissions à titre onéreux. À l'inverse, les transmissions à titre gratuit, ce sont celles qui n'ont pas de contrepartie. C'est-à-dire que je donne un bien à quelqu'un, je lui donne gratuitement, il n'a pas de contrepartie à m'offrir, je viens à décéder, mes héritiers héritent de mes biens, il n'y a pas de contrepartie. Donc aujourd'hui, on ne va traiter que les transmissions à titre gratuit. Dans ces transmissions, on distingue également en 2, les legs et les donations. Les legs, ce sont les dispositions qui s'appliquent quand on vient à décéder. C'est-à-dire qu'une personne rédige un testament et indique dans ce testament les biens qu'elle souhaite transmettre et au profit de qui elle souhaite les transmettre. Donc c'est ce qu'on appelle une disposition à cause de mort. Elle va s'appliquer au moment où on va décéder. Elle ne va pas s'appliquer avant. Ce qui permet notamment de rédiger un testament et de changer d'avis à un moment et de pouvoir en refaire un nouveau. On peut très bien faire un testament, le supprimer, en refaire un nouveau ou en faire un sur un type de bien et en faire un autre sur un autre type de bien. Le testament, il peut tout à fait être aménagé, adapté au cours de sa vie. On distingue classiquement 3 types de legs. Les legs universels, ce sont les legs où on transmet la totalité de son patrimoine, c'est-à-dire on dit je transmets tout mon patrimoine à telle personne ou à telle personne. Ça, c'est le plus large. On peut également faire un leg à titre universel. Et là, dans ce cas, ça veut dire qu'on va dire dans le testament, je transmets tel type de bien. Par exemple, je transmets l'ensemble de mes biens immobiliers à telle personne. Et puis après, on aura d'autres biens dans son patrimoine qui, eux, suivront la dévolution successorale classique, c'est-à-dire iront aux héritiers légaux de la personne qui est décédée. Et puis, 3e type de legs, c'est un leg à titre particulier où là, on dit je veux que tel bien aille à telle personne. Donc là, vraiment, on oriente uniquement sur un bien. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur le testament, il y a 3 types de testaments qui existent. Le testament dit holographe, c'est-à-dire celui qu'on va écrire, dater et signer de sa main et qu'on va garder chez soi, par exemple, et qui sera ouvert au moment de son décès.
Alors, il a un avantage, c'est qu'il est rapide à faire, c'est secret, c'est facile à révoquer parce qu'il suffit de le déchirer, etc. Mais il a comme principal inconvénient qu'il peut être mal rédigé parce qu'on n'aurait par exemple pas respecté des dispositions légales, on aurait des héritiers réservataires, on aurait mal écrit le testament, ce testament pourrait avoir des difficultés à s'appliquer. Ou autre difficulté, ce testament pourrait ne pas être trouvé ou être trouvé par une personne que ça n'arrange pas et elle le ferait disparaître et ne s'appliquerait pas. Donc le testament holographe, il existe, c'est possible de le faire. Par contre, il n'est pas très sécurisé. Pour que ça soit sécurisé, on a un deuxième type de testament qui est le testament authentique. Donc là, c'est un testament qui est fait devant notaire. Donc ça a une sécurité beaucoup plus grande puisque le notaire va pouvoir indiquer les dispositions légales qu'il faut respecter, va pouvoir vérifier que la rédaction du testament est correcte et que le testament sera facile à appliquer, qu'il n'y aura pas de discussion possible. Et puis l'autre avantage de ce testament authentique, c'est que le notaire va l'enregistrer au fichier de disposition des dernières volontés. Donc ce fichier, c'est un endroit où sont recensées la totalité des testaments faits par toute personne qui a fait un testament authentique et qui permet au moment de son décès au notaire qui est en charge de la succession d'être interrogé. Donc le notaire va interroger le fichier de disposition des dernières volontés et la réponse qui lui sera donnée, c'est soit il n'y a pas de testament, soit il y a un testament et il a été déposé chez tel notaire, voici l'adresse. Donc comme ça, il pourra récupérer le testament. Donc ça a l'avantage le testament authentique a l'avantage de pouvoir toujours être trouvé. Et puis troisième testament qui est un petit peu plus anecdotique, c'est le testament mystique. Qui est rédigé par le testateur, enfin, par la personne qui le rédige, et qui est présenté sous un pli fermé chez le notaire en présence de deux témoins. Donc c'est très peu utilisé, c'est quelque chose qui reste un petit peu en marge. Donc voilà pour les trois types de testaments qui existent. Ensuite, deuxième moyen de transmission à titre gratuit, ce sont les donations. Donc là, c'est différent d'un testament dans le sens où on le fait de son vivant et on transmet des biens de son vivant. Donc moi, je rédige une donation avec le notaire pour aller transmettre des biens à mes enfants, par exemple. Je le fais de mon vivant, ça permet d'orienter tout de suite le patrimoine. Par contre, je perds la propriété de ce bien puisque je l'ai transmis. Une donation est forcément faite par acte notarié dès lors qu'elle porte notamment sur des biens immobiliers. Alors, je passe un tout petit peu rapidement, mais il peut y avoir des dons manuels de numéraire. Ceux-là, ils peuvent être déclarés directement aux impôts, mais ce n'est pas le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, une donation de biens forestiers, par exemple, se fait par acte notarié. L'intérêt fiscal de procéder à une donation plutôt qu'à un testament, c'est que l'abattement entre le donateur et le bénéficiaire de la donation, il va se renouveler tous les 15 ans. C'est-à-dire que, par exemple, entre parents et enfants, il y a un abattement de 100 000 €. Donc, je donne à mes enfants aujourd'hui en 2022, 15 ans après, je peux à nouveau redonner en bénéficiant de l'abattement de 100 000 €. Donc, ça permet de transmettre et, entre guillemets, d'optimiser un petit peu sur les droits de transmission à titre gratuit, de payer un peu moins puisqu'on va régénérer l'abattement tous les 15 ans. Et puis, autre petite particularité de la donation, c'est qu'il existe un abattement spécifique entre grands-parents et petits-enfants qui n'existe pas en cas de décès. C'est un abattement de 31 865 €. Donc, les grands-parents peuvent donner à leurs petits-enfants jusqu'à 31 865 € sans droit. Et je précise également que les abattements dont je parle, ce sont des abattements par personne, c'est-à-dire 2 parents donnent à leurs 2 enfants. Ça veut dire que chaque parent aura un abattement de 100 000 € avec chaque enfant. Donc au total, une famille de 2 parents avec 2 enfants peut donner jusqu'à 400 000 € aux enfants, sans avoir de droit de donation. Et enfin, dernier point qui est important aussi à relever, c'est qu'une donation, des personnes peuvent transmettre leur patrimoine par donation, mais la donation partage offre une sécurité assez forte et
et qui est parfois un petit peu oublié, c'est qu'une donation-partage, c'est une donation par laquelle une personne donne à l'ensemble de ses héritiers présomptifs. Donc les héritiers présomptifs, ce sont les héritiers désignés par la loi. Quand on a des enfants, les héritiers présomptifs, ce sont les enfants. On ne peut pas ils vont forcément hériter à notre décès. Une donation-partage, donc on donne à ses héritiers présomptifs. Par principe, on donne des parts égales. Après, il peut y avoir des aménagements éventuellement. Et cette donation ne sera jamais remise en cause. C'est-à-dire qu'au moment du décès, on considérera que les biens qui ont été compris dans cette donation-partage n'auront pas à être rapportés, n'auront pas à être revalorisés. Ils sont donnés à un instant T. Tout le monde était d'accord, tout le monde a accepté la donation, a accepté la valeur, donc on ne revient pas dessus. À l'inverse d'une donation simple, où au moment de son décès, les donations simples sont rapportées, on revalorise les biens pour s'assurer qu'ils n'ont pas trop amputé les réserves éventuelles dans le patrimoine. Donc là, je rentre un petit peu dans des sujets un petit peu plus techniques, mais une donation-partage n'est pas rapportable. C'est ce qu'il faut retenir principalement, c'est que ça permet de figer les valeurs et d'avoir l'accord de tout le monde à un moment donné. Donc c'est important quand on veut transmettre des biens à tous ses enfants de s'interroger sur une donation-partage. Voilà pour cette première partie. Je propose qu'on fasse une petite pause pour voir si certaines personnes ont des questions. Alors, on a une question pour le moment. J'en profite pour voir. Donc, n'hésitez pas, on voit des mains levées. En fait, on est beaucoup trop nombreux. Les micros et les caméras sont coupés. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de chat. Et moi, je vous ferai le relais de ces questions. Donc, on a une question de Madame Desjours. Jusqu'à quel âge est-il possible de faire une donation? Alors, il n'y a pas de limite d'âge pour donner. On peut donner jusqu'à alors, la veille de son décès, ça peut poser des difficultés parce qu'il pourrait y avoir l'administration fiscale qui pourrait venir chercher une fraude ou des choses comme ça. Mais sur le principe, on peut donner tout au long de sa vie. On peut donner à 20 ans, on peut donner à 90 ans. Il n'y a pas de limite. Très bien. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que je vois les deux personnes? Ah, voilà. Monsieur Jarige, est-ce que la donation-partage, mais avec indivision? Alors, j'avoue que je ne comprends pas vraiment Est-ce qu'on la peut procéder question. à Je une ne sais pas si… donation-partage en indivision? C'est peut-être ça, oui, la question. Alors, effectivement, Oui, voilà, une tout à fait. donation-partage, on peut, d'accord. Une donation-partage, on peut donner 3 biens à ses 3 enfants, mais on peut également donner un bien à ses 3 enfants en indivision. Il n'y a pas d'obligation de découper des lots. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, sinon on va continuer. Alors, est-ce que la donation-partage a les mêmes règles d'abattement qu'une autre? Tout à fait, tout à fait. C'est juste, si vous voulez, c'est uniquement juridique. La différence entre une donation simple et une donation-partage, c'est une question juridique. Par contre, les abattements, c'est des règles fiscales. C'est les mêmes règles qui s'appliquent à tous les types de donations. Donc, les mêmes abattements et les mêmes tarifs. Quand je parle de tarifs, c'est après abattement, comment on calcule les droits de donation. Donc, c'est par tranche. C'est un peu comme l'impôt. C'est de 0 à 5%, de 0 à tel montant, 5%, de tel montant à tel montant, 10%, etc. Et ça augmente petit à petit. Très bien. Est-ce que pour les petits-enfants, y a-t-il un âge minimum? Alors, il n'y a pas d'âge minimum. On peut très bien donner à des enfants mineurs. Après, comme ils sont mineurs, ils ne peuvent pas signer eux-mêmes la donation. Donc, il faut que ce soit les parents. Et éventuellement, il peut y avoir intervention du juge des tutelles dans certaines situations. Très bien, merci. Est-ce que c'est le même principe pour les donations vis-à-vis des oncles ou neveux? Alors, ce n'est pas les mêmes abattements entre oncles et neveux et ce n'est pas les mêmes tarifs, mais oui, on peut donner à ses oncles et neveux. Par contre, donation, partage, tout dépend si cette personne a des enfants ou pas. Enfin, c'est à préciser, mais sur le principe, oui, les oncles et neveux, je ne les ai pas en tête, les abattements, mais il y a un abattement et ensuite, il y a des droits de donation. C'est moindre qu'entre parents et enfants.
Très bien, merci. Alors, je propose, Monsieur Lambert, votre question, on va attendre la fin de la présentation et puis on la reposera en fin de présentation parce que peut-être qu'elle va être répondue d'ici là. Peut-on donner en conservant l'usufruit? Alors, tout à fait. On va y venir après sur le démembrement de propriété. D'accord, très bien. Et si en indivision, qui fait la déclaration? Alors, de quelle déclaration est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est la donation en indivision doit de toute façon être notariée et c'est dans l'acte de donation qu'il sera indiqué que c'est transmis en indivision. Très bien. Donc, n'hésitez pas à préciser votre question si la réponse, si on a mal compris la question et que la réponse n'est pas appropriée, n'hésitez pas à la préciser. Alors, bénéfice agricole, est-ce que vous pouvez juste bien faire une phrase complète pour qu'on comprenne bien la question, parce que là, du coup, c'est un peu compliqué à retranscrire. Donc, voilà, ce que je te propose, Alexandra, c'est on va continuer. Alors, je vais prendre une dernière question et puis après, on va continuer la présentation et de toute façon, il y aura d'autres temps d'échange où on pourra prendre des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les reposer si la réponse n'a pas été faite d'ici là. Donc, peut-on faire une donation en étant fiscalement résident aux États-Unis? Alors, c'est peut-être un peu spécifique comme question, je ne sais pas. Oui, c'est un petit peu spécifique là, comme ça, c'est une question un peu de droit international. Donc, on pourra éventuellement répondre si vous me faites un mail par ailleurs. Ouais, je là, regarderai, c'est un mais peu là, un comme ça, cas spécifique. oui. Le webinaire rentre dans un cadre un peu général pour les questions un peu spécifiques. On répondra par ailleurs. Je te propose, Alexandra, de continuer la présentation et puis je note les questions pour lesquelles il n'y a pas eu de réponse. Je les poserai en fin de webinaire. D'accord. Merci à toi. Alors, ensuite, deuxième question, qu'on se pose quand on veut transmettre du patrimoine forestier, c'est quel bien transmettre? En premier lieu, on peut transmettre des bois et forêts directement. Donc là, c'est je suis propriétaire de parcelles de nature forestière, je veux les transmettre à une personne. Je peux transmettre en pleine propriété, donc je donne en pleine propriété, ou j'ai un décédé et je n'avais pas anticipé quoi que ce soit sur la transmission de mon patrimoine, donc mes héritiers héritent en pleine propriété. Ou je peux également transmettre en démembrement de propriété. Donc, c'était une des questions qu'on a eues tout à l'heure. Le démembrement de propriété, c'est une notion juridique qui consiste à découper la pleine propriété, dire qu'il y a d'un côté la nue propriété et de l'autre côté l'usufruit. L'usufruit, c'est le droit d'usage sur les biens et le droit au revenu sur les biens. Donc, je suis en qualité d'usufruitier, je peux utiliser un bien et je perçois les revenus qu'il me procure. Donc, par exemple, c'est une maison, je peux la louer et recevoir les loyers. À l'inverse, le nu propriétaire, lui, quelque part, c'est celui qui dispose du bien, mais qui attend le décès de l'usufruitier pour en être plein propriétaire. Le Code civil dit qu'il est notamment tenu des grosses réparations, parce que les grosses réparations, elles vont donner de la valeur au bien, et comme c'est lui le futur plein propriétaire, il est logique qu'il participe aux dépenses aux grosses réparations. Par contre, l'usufruitier, lui, comme il jouit du bien de manière courante, il est tenu des dépenses d'entretien. Il doit entretenir le bien pour ça. Donc ça, c'est une notion juridique qui est assez difficile des fois à comprendre, parce qu'on a une sorte de distinction entre le fruit et le capital, qui n'est pas toujours très simple à départager. Au plan fiscal, je fais juste un petit aparté. La transmission d'un bien en pleine propriété, on va valoriser le bien et on va dire le bien vaut 100, je transmets et je calcule mes droits sur 100. Quand on transmet en démembrement de propriété, notamment quand on transmet la nue propriété et qu'on se réserve le droit d'usufruit, alors là, le calcul des droits de succession ou des droits de donation n'est pas calculé sur 100% de la valeur, mais sur une quote-part qui est dégressive
dégressive avec l'âge de l'usufruitier. Donc, par exemple, je transmets entre 41 et 50 ans, l'usufruit vaut 60% de la valeur de la pleine propriété et la nue propriété vaut 40%. Alors, je dis, il vaut pour le calcul des droits de donation ou de succession. C'est pas forcément, c'est un barème qui est pris en compte pour le calcul des droits de succession et de donation. C'est pas forcément c'est pas un barème qui doit être retenu pour valoriser le bien en tant que tel. Ensuite, concernant l'usufruit en forêt, le Code civil donne des règles un petit peu particulières. En tout cas, il a un petit peu détaillé les règles puisque les forêts sont des biens un peu particuliers qui procurent des revenus de manière très espacée. Donc, l'usufruitier et le nu propriétaire ont des droits un petit peu aménagés. Alors, notamment, l'usufruitier profite des coupes sur les bois et taillis. Donc, tout ce qui est bois taillis, les coupes peuvent être faites par l'usufruitier, que ce soit pour son chauffage, pour les vendre. Ça, c'est toujours l'usufruitier. Tout ce qui concerne les bois de haute futée, le principe, c'est que l'usufruitier ne peut pas y toucher. Ça veut dire que ça reviendra au nu propriétaire, puisque si jamais l'usufruitier venait à les couper, il dévaloriserait fortement la valeur des biens. Donc, c'est au nu propriétaire. Il y a 2 exceptions à ce principe. La première, c'est lorsque l'usufruitier a planté les arbres. Dans ce cas, si c'est lui qui les a plantés, il peut les couper et récolter et percevoir les revenus. Alors, c'est peu probable sur des bois et forêts, on peut l'imaginer sur des peupliers notamment. Et deuxième exception, c'est si la futée est en coupe réglée, c'est-à-dire si elle est exploitée d'une manière qui ne déprécie pas la forêt. Donc, c'est des prélèvements qui ne décotent pas globalement la forêt. Ça serait notamment une futée irrégulière. Donc, ces 2 principes sont donnés, les bois et taillis d'un côté, les bois de haute futée avec les 2 exceptions. Après, en pratique, ça peut amener à des difficultés d'application. Et le conseil qui est donné pour éviter justement qu'il y ait des difficultés de savoir qui a droit aux revenus, qui peut faire les travaux, etc., c'est de rédiger une convention entre l'usufruitier et le nu propriétaire pour aménager les pouvoirs de chacun et les droits aux revenus de chacun. Une fois que cette convention elle est rédigée et qu'elle est détaillée au mieux, ça permet aux parties de savoir un petit peu ce qu'elles peuvent faire et de ne pas se poser la question à chaque fois. Donc ça, c'est tout à fait possible de rédiger ça. C'est conventionnel, donc on peut aménager les pouvoirs comme on le souhaite. Donc là, on a vu la transmission des bois et forêts. En deuxième lieu, on peut imaginer qu'une transmission, elle porte sur des parts de société, donc c'est-à-dire une société qui détiendrait elle-même des bois et forêts. Donc là, c'est plus une personne physique qui détient les bois et forêts, c'est la société. Donc les personnes physiques, elles, dans leur patrimoine, elles ont des parts de société. Les types de sociétés possibles, on en a 3 qu'on a présentés, mais il peut y en avoir bien sûr beaucoup plus. Les sociétés commerciales pourraient détenir des biens forestiers, mais les plus classiques, ce sont les SCI, les groupements forestiers et les groupements fonciers ruraux. Alors, les SCI, on les préconise très peu puisqu'elles ne bénéficient pas des avantages fiscaux qui sont liés aux biens forestiers. Notamment, on n'a pas les dispositions de faveur concernant l'impôt sur la fortune immobilière et le régime Monichon qu'on verra tout à l'heure ne s'applique pas non plus. Ensuite, autre désavantage, c'est que les cessions de parts de SCI sont soumises à des droits d'enregistrement de 5%, alors que les groupements forestiers et les groupements fonciers ruraux bénéficient d'un taux réduit de 125 €. Donc, 5% de la valeur des biens immobiliers, ça peut des fois être assez lourd financièrement, alors que 125 €, c'est un droit fixe. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très optimisant de constituer une SCI pour détenir des biens forestiers. Ensuite, deuxième type de société qu'on voit classiquement, c'est le groupe, qui est même le plus courant en forêt, c'est le groupement forestier. Donc, le groupement forestier, il est défini par le Code forestier à l'article L331-1 comme une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers, ainsi que de l'acquisition de bois et forêts. Donc, son objet, c'est vraiment de détenir des biens forestiers et de les entretenir, d'assurer la gestion de ces biens. Donc, c'est complètement adapté à ça, à la détention de biens forestiers, ce qui n'empêche pas d'avoir d'autres biens
dans un groupement forestier. Notamment, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir des apports en numéraire dans un groupement forestier parce qu'on aurait besoin de procéder à des acquisitions et donc il faudrait mettre des revenus, ou parce que les biens immobiliers qu'on a apportés ont une valeur qui n'est pas complètement ronde, donc pour faire un capital avec un chiffre rond, on apporte un petit peu numéraire, c'est tout à fait possible. Après, si on apporte d'autres types de biens, là, on dénature l'objet social de la société, donc ça pourrait avoir des conséquences sur la responsabilité des associés, etc. Ensuite, troisième type de société, c'est le groupement foncier rural. Donc, c'est une société qui a pour particularité de pouvoir détenir à la fois des biens forestiers et des biens agricoles. Donc, c'est une société qui est mixte. Ça peut permettre notamment d'éviter de scinder des patrimoines ruraux. Donc, on a un patrimoine global qui comprend des biens agricoles et des biens forestiers. Soit on décide de tout couper, de créer deux sociétés distinctes, un groupement forestier pour les biens forestiers et un groupement foncier agricole pour les biens agricoles, mais on peut aussi avoir un entre deux qui est le groupement foncier rural et qui permet de regrouper tout dans cette même structure. Le GFR, c'est également une société civile avec quelques règles particulières dans le code forestier. Et au plan fiscal, il a pour particularité qu'on appliquera les dispositions fiscales forestières aux parts représentatives de biens forestiers et les dispositions fiscales agricoles aux parts représentatives de biens agricoles. Donc des fois, ça peut être un petit peu compliqué à aménager et pour faire des calculs. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple à pratiquer dans le temps. Et puis, quand on transmet des parts de société, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les biens, les bois et forêts. On peut tout à fait transmettre des parts de société en pleine propriété, mais on peut également transmettre en démembrement de propriété. On peut imaginer, par exemple, donner des parts en nue propriété en se disant comme ça, je conserve le droit de vote sur une partie des décisions, donc je conserve quand même la maîtrise de mon patrimoine forestier, mais le jour où je viendrai à décéder, mon nu propriétaire est déjà tout désigné, donc ça sera lui qui deviendra plein propriétaire. Moins courant, on peut envisager de transmettre de l'usufruit. Ça permet de donner du droit au revenu, de procurer du revenu à une personne pendant un temps. Bon, c'est beaucoup plus rare et ça se pratique peu dans les sociétés forestières. Voilà pour les biens qu'on peut transmettre. Je propose à nouveau qu'on fasse une pause pour les questions. Alors, on a une question de Madame Griset. Y a-t-il un avantage à créer un groupement forestier auquel on apporte ces parcelles de forêt, ce qui pourrait simplifier les formalités de succession, en ce sens qu'il suffira de transmettre des parts du GF et évitant ainsi aux héritiers et aux notaires de faire l'inventaire des parcelles, puisqu'il aura été fait lors de la constitution du GF. Et avec une question complémentaire, quelles sont les formalités pour créer un groupement forestier? Alors ça, c'est peut-être, je pense que c'est un sujet en soi, mais voilà. Alors tout à fait. L'intérêt d'un groupement forestier, c'est de créer une société de manière générale, c'est d'aller regrouper un patrimoine dans une société et ensuite de transmettre des parts de société, ce qui est beaucoup plus simple et plus lisible que d'aller transmettre tout plein de petites parcelles forestières. Donc c'est sûr que c'est un gros travail au moment de la constitution d'un groupement forestier parce qu'il faut bien recenser tout ce qu'on veut mettre dans ce groupement forestier. Mais pour la suite, c'est beaucoup plus simple. Et puis, l'autre avantage, c'est que les statuts d'une société peuvent complètement être aménagés, c'est-à-dire prévoir des majorités dans les prises de décision, prévoir qui sera gérant, quels sont les pouvoirs du gérant, dans quel cas il devra consulter l'Assemblée générale pour ensuite prendre une décision. Donc, ça permet d'encadrer de regrouper un massif forestier sous une entité et de mettre quelque part des règles du jeu dans cette société. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage en termes d'organisation patrimoniale. Ensuite, votre deuxième question concernant la création d'un groupement forestier, c'est comme pour toute société, il faut rédiger des statuts, donc travailler entre les associés pour déterminer un petit peu les règles qu'on veut mettre, donc où est-ce qu'on met le siège, quelle date de clôture, quel pouvoir dans les assemblées, etc. Donc tout ça, c'est à discuter au moment de la constitution. Et si jamais, au moment de la constitution, on apporte des biens immobiliers, c'est forcément un notaire qui va procéder à cette constitution.
parce que ça porte sur des biens immobiliers. Si c'est un groupement forestier qui est constitué par des apports de numéraire, alors là, ça peut être fait sous seing privé, il n'y a pas d'obligation à passer devant notaire. Merci. Concernant la répartition des revenus en cas de biens démembrés. En cas d'usufruit successif, le conjoint survivant est-il considéré comme ayant planté les bois appartenant au conjoint décédé, de nature à entrer dans la première exception? Le droit c'est une question qui vise non pas les parts de société, mais les bois et forêts, c'est ça? J'imagine. Visiblement, oui. Alors, le principe dans le Code civil, c'est que le droit au revenu appartient à l'usufruitier quand ce sont des revenus courants. Et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est que pour les coupes de bois et taillis, le Code civil considère que ce sont entre guillemets des revenus courants. Par contre, des coupes de haute futée, là, les revenus ne sont pas pour l'usufruitier. Il n'a pas le droit d'y toucher, donc c'est avec l'accord du nu propriétaire. Donc, c'est tout l'intérêt d'une convention qui serait rédigée entre un usufruitier et un nu propriétaire, ça serait justement d'aller encadrer un petit peu ces revenus et de dire dans quel cas ça appartient à qui pour qu'il n'y ait pas de difficulté d'application derrière. Merci. Alors, Monsieur Rondeau, je ne comprends pas bien. À combien de pourcentage des parts d'un groupement forestier correspond la nue propriété? Je ne sais pas. Alors, c'est pas un pourcentage des parts, c'est que les parts vont elles-mêmes être démembrées. Vous aurez sur une part un nu propriétaire et un usufruitier. Si par exemple un groupement forestier est constitué de 100 parts et que je transmets 50 parts en nue propriété, j'aurai sur 50 parts un nu propriétaire et un usufruitier, et sur 50 parts un plein propriétaire. Ok. Peut-on faire une donation-partage à un groupement forestier créé à cette occasion? Alors, une donation à un groupement, j'imagine peu le cas, puisqu'en fait, en principe, on fait un apport et on reçoit en contrepartie des parts. Juridiquement, je ne suis pas sûre que ça puisse être fait, mais ce qu'on peut faire, c'est effectivement constituer un groupement forestier et ensuite procéder à une donation des parts. D'accord. Alors, bon, là, il y a beaucoup de questions, donc je vais piocher dans les questions. J'ai vu que Monsieur de Sincé apportait une petite précision en disant que l'usufruitier peut aussi bénéficier des coupes d'éclaircies en plus des coupes de taillis. Donc, je trouve que c'était intéressant de signifier ce point de détail. Alors, attends. On demande est-ce que les règles évoquées en première partie, legs, donation, abattement, sont bien applicables et sont les mêmes en cas de transmission de part d'un GF? Alors, tout à fait, on peut mettre dans un testament, dire je transmets mes parts de groupement forestier à telle personne à mon décès, ou on peut très bien le mettre dans une donation, de dire je donne les parts de groupement forestier. Donc oui, la première partie qui consistait à dire comment on peut transmettre soit par donation, soit par succession, par voie testamentaire, ça s'applique bien sûr à des biens immobiliers ou à des parts de société. On peut tout à fait, dans son testament, on peut mettre tous les biens dont on est propriétaire. Donc, soit on est propriétaire des biens immobiliers directement, soit c'est la société qui est propriétaire et nous, dans notre patrimoine, on retrouve les parts de société. Et c'est ça qu'on va mettre dans le testament. On ne peut pas, surtout ce qu'il ne faut pas dire, c'est si on a un groupement forestier, dire dans son testament, je transmets les biens immobiliers du groupement forestier. Parce que là, on transmettrait quelque chose dont on n'est pas propriétaire. Très bien. Quid de la réintégration de la donation dans la succession au moment du décès du donataire? Du donateur, je pense. Le donataire, c'est le bénéficiaire, c'est celui qui a reçu la donation. Donc, effectivement, c'était où je ne me suis pas trop étendue tout à l'heure, parce que si on procède par donation simple, c'est-à-dire pas par donation-partage, donc je donne un bien à une personne, je donne un bien à un de mes enfants, alors que j'ai plusieurs enfants, à mon décès, la valeur de ce bien devra être réintégrée dans la succession parce que le notaire devra vérifier que le patrimoine, celui qui a reçu un bien
n'a pas empiété sur la réserve héréditaire des autres. C'est un petit peu, pour faire court, quand on est entre parents et enfants, il y a une quote-part du patrimoine qui doit obligatoirement revenir aux enfants. C'est la réserve héréditaire. Le reste du patrimoine, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible et qui est libre. Si jamais on a commencé à donner de son vivant des biens et que ces biens, au jour du décès, ont une valeur qui est supérieure à la réserve héréditaire de l'enfant en question, alors il devra rapporter une quote-part de son patrimoine pour ne pas empiéter les autres. Très bien. Je simplifie beaucoup. Merci, mais en tout cas, c'est clair, c'est assez clair. Est-ce que le PSG, en réglant les couples et en les programmant dans le temps, ne règle-t-il pas la problématique des revenus de la futée au profit de l'usufruitier? Est-ce que le PSG, du coup, a un rôle là-dedans? Alors non, le PSG, c'est vraiment un document, entre guillemets, administratif par lequel les coupes de bois sont prévues, mais ce n'est pas du tout un document qui est entre l'usufruitier et le propriétaire. Ce n'est pas un document qui règle la répartition des revenus, et notamment, je pense… Alors, si c'était expressément indiqué et que usufruitier et nu propriétaire signé, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir si ça pourrait être opposable à l'administration fiscale, par exemple, qui viendrait contester la déclaration des revenus par l'un ou par l'autre, alors qu'elle dirait que ça serait par l'autre. Mais pour moi, c'est un document tout à fait distinct. Très bien, merci. Je vais poser une dernière question, puis après, on va continuer l'exposé. Qui peut faire l'évaluation de la valeur d'une forêt avant d'effectuer une donation? Alors, je ne sais pas si tu vas savoir y répondre, parce que c'est un point moins juridique et peut-être un peu plus filière. Oui, alors c'est peut-être pas une réponse parfaite, mais en tout cas, les experts forestiers peuvent tout à fait faire une valorisation des forêts et accompagner justement, et faire une estimation assez détaillée en disant que telle parcelle… Je pense, voilà, effectivement, je pense que c'est, alors, expert forestier, gestionnaire forestier, voilà, voilà, ce point… voilà, c'est un point un peu moins juridique, mais je pense que vous pouvez vous rapprocher de votre syndicat qui saura vous orienter, de votre syndicat en local qui saura vous orienter si vous avez besoin de contact à ce niveau-là. Alors, il y avait pas mal de questions spécifiques sur les groupements forestiers. C'est pas forcément le thème principal de ce webinaire qui est vraiment dédié à la transmission du patrimoine. Donc, ce que j'ai fait, j'ai volontairement un petit peu mis de côté pour essayer de vraiment se centrer sur les questions sur la transmission du patrimoine. Si on a un peu de temps en fin de webinaire, je me proposerai de revenir sur ces questions-là. Sinon, on les traitera dans une question-réponse par écrit afin de bien rester dans le cœur de ce webinaire qui est sur la transmission du patrimoine. Alexandra, je te laisse continuer avec le régime Monichon. Ok. Alors, le régime Monichon, donc c'est un dispositif fiscal qui est prévu par le Code général des impôts. Donc là, on est vraiment dans de la fiscalité pure, alors que tout à l'heure, on était dans des dispositions juridiques. C'est un dispositif qui permet d'avoir une exonération partielle de droits de succession ou de droits de donation. Donc, on est en train de viser les opérations de transmission en cas de décès et de transmission par donation. Dans les deux cas, les conditions sont les mêmes. Le principe, c'est qu'on va appliquer une exonération de 75% de la valeur des biens transmis. C'est-à-dire, je transmets une forêt et pour le calcul des droits de succession ou des droits de donation, je ne retiens que 25% de la valeur des biens de nature forestière. Je ne retiens que 25% de la valeur de ces biens. J'insiste un tout petit peu sur la notion de valeur vénale des biens. Des fois, il y a un peu une idée reçue que quand on est en transmission à titre gratuit, notamment entre parents-enfants, on pourrait pratiquer une décote de la valeur des biens. L'administration fiscale sur ce point est très claire. La valeur des biens, quand on fait une transmission à titre gratuit, c'est la valeur vénale des biens. On les taxe, on calcule les droits de succession sur une vraie valeur et non pas sur une valeur décotée. Les biens concernés par cette exonération de 75%, ce sont soit les parcelles, quand on transmet des biens en direct, soit les parcelles boisées et les accessoires inséparables de la forêt. Donc, ça peut être des voies, des places de dépôt, un étang ou une maison forestière. Ou quand on transmet des biens qu'on détient indirectement au travers d'une société, des parts de groupements forestiers ou de groupements fonciers rural. Donc là, ce qu'on disait tout à l'heure
que les dispositifs fiscaux ne s'appliquent pas aux SCI, on le retrouve ici. Donc, quand on transmet des biens avec application de l'article 700, des parts avec application de l'article 793 du CGI, ça ne s'applique qu'aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers ruraux et pour la fraction représentative de bois et forêts, friches, landes à vocation forestière ou terrains pastoraux. Au diapo suivant, on a justement un exemple. Pour que ça soit un petit peu plus parlant, je transmets des bois et forêts à mes enfants. Les bois et forêts ont une valeur de 200 000 €. Grâce à l'abattement de 75%, je vais calculer les droits de succession ou les droits de donation, parce que je suis en train de transmettre de mon vivant. Les droits de donation, je les calculerai sur 50 000 €. Quand on transmet des parts d'un groupement forestier, alors imaginons un groupement forestier qui a uniquement de l'actif, pas de passif, donc pas d'emprunt, et à son actif, il a une forêt qui est évaluée à 200 000 € et puis des liquidités et des placements pour 100 000 €. Là, on va faire ce qu'on disait tout à l'heure, on va appliquer l'exonération de 75% uniquement sur la quote-part de biens qui sont des biens de nature forestière. Donc, les 200 000 €, on appliquera un abattement de 75%, donc on taxera 50 000, 200 000 divisé par 4, plus 100 000. Donc, la valeur des parts de groupement forestier, ça sera 50 000 plus 100 000, donc on taxera à hauteur de 150 000. On ne peut pas appliquer l'abattement de 75% sur les liquidités et placements. Donc, c'est un abattement qui est très fort, 75%. En contrepartie, l'administration fiscale, bien sûr, elle pose des conditions. Donc, les conditions qu'elle pose, c'est au moment de la transmission, donc au moment de la donation ou au moment de la succession, il faut joindre un certificat du directeur départemental des territoires et de la mer, si c'est le cas, attestant que les bois et forêts, soit détenus en direct, soit détenus par le groupement forestier, peuvent présenter une garantie de gestion durable. Donc, garantie de gestion durable, pour rappel, c'est plan simple de gestion ou CBPS, Code de bonne pratique sylvicole, pardon. Ou éventuellement RTG, mais plus rare en pratique. Donc, il faut joindre un certificat à l'acte de donation de la déclaration de succession. Et ensuite, il faut s'engager à appliquer une garantie de gestion durable pendant 30 ans. Donc, s'engager, ça veut dire bien entendu l'appliquer également. Donc, on s'engage au moment de la transmission et on l'applique pendant 30 ans. C'est important de bien l'avoir en tête parce que 30 ans, c'est quand même un petit peu long. Il faut bien en être conscient que c'est un dispositif qui implique que derrière, pendant 30 ans, on doit apporter des garanties. Si jamais les biens ne sont pas sous document de gestion au moment de la transmission, alors on doit faire ce document de gestion dans un délai de 3 ans. Précision également, le régime Monichon n'implique pas de conserver les biens. On a un engagement d'appliquer une garantie de gestion durable, mais on n'est pas obligé de les conserver. On peut tout à fait les transmettre et puis les bénéficiaires ou les personnes qui auront les biens ultérieurement devront poursuivre la garantie de gestion durable pendant le délai restant à courir. Il est également possible pour le Trésor public de prendre une hypothèque sur les biens, mais en pratique, je pense que c'est assez peu courant parce que le Trésor public, c'est un dispositif un petit peu lourd à mettre en place, mais ça peut arriver. Et je précise également que quand on transmet des parts de groupements forestiers, le dispositif Monichon n'est pas applicable si les parts de groupements forestiers ont été acquises à titre onéreux moins de 2 ans avant la transmission. Donc, j'achète des parts de groupements forestiers. Pendant 2 ans, je ne peux pas bénéficier du régime Monichon. Et également, les groupements forestiers ont une petite obligation particulière concernant l'obligation de reboisement dans un délai de 5 ans. Voilà. Et ensuite, oui, pardon, j'ai oublié un dernier point, c'est que tous les 10 ans, il faut faire un bilan de la mise en œuvre de la gestion durable. C'est un bilan qui est demandé, enfin, il y a un modèle qui existe et il faut le transmettre à la DDT. Donc, indirectement, il y a un contrôle qui est fait tous les 10 ans. Il faut bien y penser. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne note pas bien ça et on ne le retient pas bien. Mais il y a aussi cette obligation. Voilà pour le régime Monichon. Merci Alexandra. Alors, on a quelques questions. Est-ce que la donation-partage peut aussi rentrer dans le dispositif Monichon? Tout à fait.
donation simple, donation partage, là, il n'y a pas d'obligation. Enfin, on peut tout à fait dire je transmets des bois et forêts à une personne et j'applique par donation simple et j'applique le régime Monichon, ou je transmets à mes 3 enfants et il y en a un qui aura des bois et forêts et ces biens-là bénéficieront du régime Monichon, sachant que dans ce cas-là, le notaire fait un calcul un petit peu différent des droits de donation, puisque l'avantage fiscal, il va bénéficier indirectement à tout le monde, il va grouper la valeur de l'ensemble des biens et appliquer une décote qui bénéficiera à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, pour que l'enfant qui a reçu les bois et forêts ne se retrouve pas avec 0 droit parce qu'il a eu un régime Monichon et que les autres aient reçu des biens qui n'auraient pas d'exonération. Donc il y a une petite particularité dans le calcul des droits de donation. Très bien, merci. Quand on a une SCI qui contient immobilier, forêt et terres agricoles, la loi Monichon s'applique-t-elle en fait sur les forêts ou ne s'applique pas sur les forêts? Non, justement. Là, c'est l'inconvénient d'une SCI, c'est que le régime Monichon ne s'applique pas. Là, c'est écrit expressément dans l'article 793, c'est soit on transmet des bois et forêts, soit on transmet des parts de groupements forestiers ou de GFR. Très bien, SCI ne sont pas merci. visés. Depuis quand le régime Monichon est-il en vigueur? Est-ce rétroactif en cas de succession déjà réglée? Ah, alors c'est un dispositif qui est très ancien, il date des années 60. Il s'appelle Monichon parce que c'était Max Monichon, un sénateur, qui l'avait proposé. Est-ce que ça s'applique de manière rétroactive? C'est-à-dire qu'on aurait fait un oubli, on aurait oublié de le mettre dans une déclaration de succession. Sur le principe, non, ou en tout cas, ça serait par voie de réclamation auprès de l'administration fiscale. On viendrait dire je demande à bénéficier d'un dispositif. Je n'ai pas eu en pratique à faire une réclamation en ce sens, donc je ne sais pas quelle serait la position de l'administration fiscale. J'ai toutefois eu un adhérent qui m'a dit que l'administration avait accepté de l'appliquer comme ça. Alors j'étais un petit peu surprise qu'il n'y ait pas eu plus de procédures que ça. L'administration aurait accepté d'appliquer l'abattement de 75% malgré le fait que la déclaration de succession ait été déposée sans l'appliquer. Donc, je manque de pratique sur cette question. Merci. Si la parcelle a une surface inférieure à 25 hectares, le document de gestion est-il obligatoire? Oui, tout à fait. Il faut s'engager à appliquer une garantie de gestion durable, peu importe qu'on soit sous le coup d'un PSG obligatoire, parce que 25 hectares, ça veut dire qu'un PSG est obligatoire. Mais on peut tout à fait volontairement faire un PSG quand on est inférieur à 25 hectares. Et puis quand on est inférieur à 10 hectares, là, on ne peut plus avoir de PSG, mais on peut être dans un CBPS. Donc, c'est pas lié à la surface. Là, vraiment, c'est une obligation d'avoir un document de gestion. Très bien, Monsieur Chambon le précisait dans sa remarque où il disait que par rapport à l'engagement de gestion durable, justement, il faut suivre scrupuleusement le PSG. Donc, le PSG est bien à suivre pour les coupes si régime Monichon. Quel est le point de départ du délai de 30 ans en ce qui concerne la gestion durable? Si cette gestion durable a déjà été mise en place avant la transmission, cette période sera-t-elle prise en compte dans le délai de 30 ans? Alors non, le délai de 30 ans court à compter de la transmission. Et si on est dans l'hypothèse où on n'a pas encore de document de gestion au moment de la transmission, c'est à compter du jour où le document de gestion est pris. Ce que je disais tout à l'heure, soit on l'a au moment de la transmission, là on compte 30 ans, soit on ne l'a pas et on a 3 ans pour en établir un, et là le délai de 30 ans courra à compter du moment où on l'a. D'accord, très bien. Alors, Monsieur de Saint-Cé rappelle que pour la partie financière, dans le cadre d'un GF, il existe le CIFA. Oui. Donc ça, c'est peut-être un point un peu Ouais, c'est un spécifique. sujet un petit peu spécifique. C'est un peu spécifique, c'est un peu un sujet vraiment lié au groupement forestier. Moi, quand je vois toutes vos questions, je m'interroge peut-être sur un futur webinaire vraiment dédié au groupement forestier. On va y réfléchir parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet et c'est vrai que ce n'était pas le thème central de ce webinaire. Qui contacter afin de mettre en place le régime Monichon? Alors, c'est dans l'acte de transmission, donc ça sera le notaire qui établira l'acte de donation ou la déclaration de succession et qui s'assurera, qui demandera le certificat du directeur départemental des territoires
et qui indiquera la clause d'engagement de garantie de gestion durable. Donc, à la fois, c'est le notaire parce que c'est lui qui va mettre les clauses dans son acte, et c'est également indirectement le directeur départemental des territoires parce que c'est lui qui établira le certificat. Merci. Alors, l'obligation de 30 ans s'éteint-elle en cas de décès? Non, c'est les ayants droit, donc les héritiers, qui vont poursuivre l'engagement. Merci. Investir dans la forêt à d'uniques fins d'optimiser les droits de donation est-il contrôlé? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Pardon. Investir dans la forêt à d'uniques fins d'optimiser les droits de donation est-il contrôlé? Alors, je vois pas. Si les droits de donation sont... Si la forêt est valorisée à sa vraie valeur, si les droits de donation sont payés, non, il n'y a pas de fraude en soi. C'est des dispositifs de faveur. Enfin, le régime Monichon, c'est un régime fiscal de faveur. Enfin, effectivement, il y a un abattement de 75%. Après, dès lors qu'on remplit les conditions, ce n'est pas de la fraude à la loi pour autant. Enfin, la fraude à la loi, c'est quand on va plus loin que ce que la loi autorise. Là, c'est totalement encadré. Dès lors qu'on remplit les conditions, il n'y a pas de risque fiscal. Merci. Quelles sont les sanctions si on ne fait pas le DGD dans les 3 ans? La sanction, ça serait une remise en cause de l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'elle viendrait dire, vous vous êtes engagé à appliquer une garantie de gestion durable pendant 30 ans, vous aviez 3 ans pour prendre un document de gestion, vous ne l'avez pas fait, donc je remets en cause l'application de l'abattement au moment de la transmission à titre gratuit. Donc c'est un risque, il est fiscal le risque. C'est de devoir payer le complément de droit lié sur les 75% qui n'ont pas été taxés, la valeur exonérée, et éventuellement des pénalités de retard. D'accord, merci. Est-ce que le délai de 30 ans recommence si les biens concernés bénéficient d'un nouvel abattement suite à une nouvelle succession? C'est-à-dire, ça serait l'hypothèse, par exemple, où on viendrait à... je prends des nombres ronds. En 2000, on transmet des bois et forêts. En 2020, on les transmet à nouveau. Un nouveau délai de 30 ans s'ouvre, donc indirectement, les 10 ans qui restaient sont couverts par ce délai de 30 ans, son nouveau délai de 30 ans. J'espère avoir bien compris la question, mais pour moi, comme un nouveau délai s'ouvre, un nouveau délai de 30 ans s'ouvrirait si on appliquait les exonérations, indirectement, on intégrerait les années restantes. Très bien, merci. Si je vends ou échange un bois classé Monichon, un abattement de 20% s'applique-t-il sur la valeur estimée? Alors, je ne pense pas qu'on puisse... C'est plutôt une question de valorisation, donc je mets un peu des pincettes dans ce que je dis, mais pour moi, est-ce qu'on peut pratiquer une décote du fait que des biens seraient sous un régime Monichon? Je ne pense pas, puisque ça peut aussi être pris comme une meilleure valorisation du bien, puisque les biens sont sous garantie de gestion durable. Mais ça mériterait éventuellement d'être posé à un expert forestier, enfin à une personne qui fait de la valorisation de biens forestiers. Très bien. Quels sont... Oui, au niveau, je crois que c'est M. Bull qui nous avait, au niveau pour valorisation de biens forestiers. Donc, effectivement, il y a les experts, il peut y avoir les coopératifs, il peut y avoir les GFP qui peuvent faire ce type d'évaluation. Donc, vous avez plusieurs acteurs que vous pouvez solliciter pour ce faire. Quelles sont les conséquences si la gestion durable n'est pas appliquée jusqu'à son terme, 20 ans par exemple? Alors, c'est la même, ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est que si on ne respecte pas les conditions, notamment l'engagement d'appliquer une garantie de gestion durable, et qu'on ne l'applique pas pendant 30 ans, là, il y a également un risque de remise en cause de l'administration fiscale de l'application du régime Monichon. D'accord, merci. Alors, il y a une question qui est de Monsieur de France, mais qui est quand même vraiment sur un cas, un exemple d'un cas spécifique. Donc ça, je vous propose, ça va être un peu compliqué à traiter en webinaire. Donc, on verra pour apporter une réponse écrite par la suite.
Alors, il y a Madame Védrine qui confirme avoir eu cette décote. La décote via une estimation par expert. Donc ça, je pense que c'était par rapport à l'abattement de 20% sur la valeur en cas de vente ou d'échange. Donc, elle confirmait ton point. Juste, pardon, je complète tout à l'heure ce que je disais à propos des risques de remise en cause des droits de transmission si jamais on venait à ne pas respecter l'engagement pendant 30 ans. Il y a toutefois une mesure un petit peu de tempérament, c'est-à-dire que plus l'engagement est rompu tardivement, moins le montant remis en cause est important. Si on fait au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans ou au bout de 29 ans, ce n'est pas tout à fait le même montant qui sera appelé par l'administration fiscale dans la remise en cause des droits de donation ou des droits de succession. D'accord, très bien. Merci pour ce complément. Alors, je suis en train de rebalayer les questions. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Après, les questions, c'était, comme je vous l'expliquais, les questions sur les groupements forestiers. Je vous propose quand même de les mettre de côté. On va réfléchir à peut-être mettre en place un webinaire dédié sur le sujet. Mais là, c'est un peu pas forcément le sujet de fond de ce webinaire. Alors, s'il y a une question que j'ai oubliée concernant la transmission de patrimoine, n'hésitez pas à la remettre, parce que j'ai l'impression que j'ai à peu près fait le tour, mais n'hésitez pas. On a encore le temps pour prendre quelques questions. Il est 18 h, on a tenu en 1 heure, donc on a encore un peu le temps pour quelques questions si vous en avez. Et puis, on conclura ce webinaire. Je proposerai à Monsieur de Berthier peut-être de faire un petit mot de conclusion. Voilà, je ne vois pas d'autres questions arriver. Donc, si vous êtes d'accord, Laurent, je vous donne la parole pour faire un petit mot. Ah, je vois une question qui arrive. Donc, le PSG est obligatoire si la surface est supérieure à 25 hectares, mais avec des conditions de surface de parcelle. Est-ce qu'on ne comptabilise que les parcelles supérieures à 4 hectares? Pourquoi? Alors, le texte ne prévoit pas que les parcelles inférieures à une certaine surface ne doivent pas être sous garantie de gestion durable. Donc, il faut que toutes les parcelles qui ont bénéficié du régime Monichon soient dans un document de gestion durable. Quelle que soit leur surface. Quelle que soit leur surface, voilà. Très bien, c'est clair. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, Laurent, si vous êtes d'accord, je vous propose de faire une petite conclusion. Puis s'il y a une question qui arrive d'ici là, je la reposerai après votre intervention. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, merci à toi, Christelle, d'avoir animé tout ça, et puis surtout à Alexandra d'avoir apporté de façon, je trouve, très claire et de façon assez exhaustive d'aborder ce sujet. Donc ça, c'est bien, c'est un sujet complexe, il y a beaucoup de questions, il y a forcément beaucoup de sous-questions sur les cas personnels. Donc, nous espérons vraiment que ça a pu répondre à un certain nombre de vos questions, que ça a pu clarifier les choses pour un certain nombre d'entre vous. Et puis, n'hésitez pas à vous tourner vers votre syndicat et vers notre service juridique pour poser vos questions qui sont plus personnalisées ou plus précises, puisque effectivement, il y a des cas particuliers qui peuvent nécessiter un petit peu plus d'études, comme par exemple les USA, c'est forcément pas un cas général pour nous, mais on y veillera. C'est bien toute l'importance avec France Sylva, c'est d'essayer d'avoir ce service juridique qui peut accompagner, qui peut clarifier les choses. Nous sommes en mesure, par le biais d'Alexandra, de prendre en compte des travaux juridiques à titre personnel pour certains, alors, ce qui c'est avec rémunération, bien entendu, mais quand on est adhérent France Sylva, on a des prix qui défient toute concurrence, mais ça permet d'avancer sur certaines questions juridiques. Soyez bien conscients, et j'en profite de conclure, tous ces dispositifs
qu'ils soient de transmission, mais également tous les dispositifs fiscaux, c'est bien la place et le rôle du syndicalisme qui est central pour arriver à les préserver, les faire évoluer favorablement, les proroger, parce qu'ils sont régulièrement attaqués par d'autres qui estiment que ce sont des avantages fiscaux indus, etc. Donc, soyez bien conscients que nous nous battons tous les jours pour défendre ces différents dispositifs. Et par exemple, cette année, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais par exemple, le défi forestier que vous connaissez, hein, eh bien, il a été prorogé et amélioré grâce à l'action syndicale qui partait des syndicats dans les départements jusqu'au niveau national pour arriver à faire comprendre et expliquer les besoins pour notre forêt d'avoir des dispositions fiscales non pas avantageuses, mais adaptées aux réalités du terrain et aux coûts que représentent nos forêts. Voilà pour cette petite conclusion. J'espère que ça aura répondu à bien des questions et je remercie encore Alexandra et Christelle pour l'organisation et la conduite de ce webinaire. Au revoir à tous et merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, il y a quelques questions qui sont tombées pendant l'intervention de Laurent. Donc, comme on est bien dans les temps, je pense qu'on peut essayer d'y apporter une réponse. Alexandra, si tu es d'accord. Si transmission de patrimoine forestier décote de 10% si situé dans un périmètre de sauvegarde. Alors, je suis d'accord pour répondre aux questions, mais celle-ci, elle relève à nouveau d'une valorisation, donc ce n'est pas forcément dans mes oui, cordes. c'est une valorisation. Donc, tout ce qui est valorisation, c'est plutôt, Ouais. on vous l'a dit, expert forestier, gestion coopérative, Ouais. gestionnaire forestier, des gens qui vont pouvoir, voilà, dont c'est le métier, qui vont pouvoir vous apporter des précisions sur ce point. Qui fournit les docs de gestion durable? Alors, le CBPS, vous pouvez vous rapprocher du CRPF, c'est des formulaires qui sont disponibles. Le plan simple de gestion, même chose, vous pouvez vous rapprocher du CRPF pour qu'il vous accompagne dans son élaboration. Le PSG, ce n'est pas un document type, alors que le CBPS, oui. Très bien. Alors, il y a une question là qui est vraiment sur la fiscalité. Là, c'est vraiment à poser en question un peu plus personnalisée. Une dernière question. La question finalement, est-ce qu'il est préférable de transmettre d'abord, puis de constituer ensuite un groupement forestier, ou bien faut-il mieux constituer un groupement forestier, puis transmettre ensuite des parts? Si vous constituez d'abord un groupement forestier et qu'ensuite vous transmettez des parts, vous êtes certain d'arriver à une égalité dans les lots. C'est-à-dire que si par exemple vous constituez un groupement forestier qui est composé de 100 parts de 10 € et que vous avez 2 enfants, vous donnerez à chacun 50 parts et ça sera des lots complètement égaux. Si à l'inverse, vous commencez par leur transmettre des biens immobiliers et qu'ensuite tout le monde les apporte à un groupement forestier, vous aurez plus de mal à avoir des lots égaux parce que les parcelles n'auront pas toute la même valeur, pas toute la même surface, pas toutes les mêmes boisements. Enfin, ça sera plus difficile d'obtenir cette équité. Alors après, bien sûr, on peut jouer par le jeu des soules, c'est-à-dire je donne une parcelle qui vaut 10 000 à l'un et une parcelle qui vaut 15 000 à l'autre, à charge pour lui de verser 2 500 € pour que ça fasse deux lots de 12 500. C'est à mon sens un peu plus complexe. Il vaut mieux passer par d'abord la constitution de la société et ensuite la transmission. Merci. Et puis, je vais prendre une dernière question sur la donation-partage. Dans le cas d'une donation-partage à un seul des enfants, est-ce que la valeur de la donation, sans réévaluation, sera malgré tout prise en compte lors de la succession, lors du décès? Alors, si on a plusieurs enfants et qu'on donne qu'à un seul enfant, ce n'est pas une donation-partage. Une donation-partage, on doit donner à tous ses héritiers légaux. Donc, on doit donner à tous ses enfants. Donc, ce n'est pas une donation-partage, c'est une donation simple. Et cette donation simple, elle relèvera du rapport civil, c'est-à-dire qu'elle devra être rapportée au moment de la succession pour déterminer si on a empiété ou pas la réserve héréditaire. Eh bien, écoute, merci Alexandra. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on va cette fois-ci vraiment définitivement clore ce webinaire. Donc, comme je vous le disais en introduction, ce webinaire a été enregistré. Donc, on vous aurez d'ici la fin de semaine le lien vers le replay et vers le support de présentation qui vous a été projeté.
J'en profite pour vous inviter, et je veux bien que tu passes la dernière diapo, Alexandra, s'il te plaît, pour vous inviter à suivre les actualités du syndicat via le site internet, les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Et puis, on a une newsletter, c'est la newsletter Forêt de France, qui est accessible, auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement, et tous les mois qui donne de l'information sur les sujets forestiers. Et donc, vous pouvez vous inscrire à cette newsletter via le site francilva.fr. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir des informations au quotidien sur la forêt, sur les sujets forestiers. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Vous étiez très nombreux à suivre ce webinaire. Merci pour vos questions et ce moment d'échange. On espère que ça vous a apporté des éléments de réponse et de compréhension sur ce sujet. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire Francilva. Bonne soirée à vous. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.